Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur Le Média en ce mardi 12 avril 2022. Vous êtes 710 000 abonnés à la chaîne YouTube, dont 6 729 contributeurs et contributrices sur lemediatv.fr/soutien. Merci énormément. Je rappelle que l'objectif pour la survie du média est d'atteindre très vite la barre des 10 000. Il est 7h45, un poil de retard, excusez-nous, et c'est l'heure de la contre-matinale. Comme chaque mardi depuis des mois, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve ici en direct ce matin. Mais au plaisir s'ajoute cette fois de la tristesse et de l'inquiétude qui, depuis dimanche soir, ont pris le pas sur la déception et la colère. Étant journaliste dans un média engagé à gauche, portant une ligne éditoriale affichant les valeurs progressistes, féministes et écologistes et antiracistes, il serait malhonnête de vous cacher ce matin mon sentiment d'amertume. De fait, de faire comme si de rien n'était, en singeant une quelconque neutralité de confort. Puisqu'il n'en est rien. Le tableau est un peu plus noir encore depuis 2 jours. Mais l'est-il complètement ? Avec l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un très haut score, 22%, faisant mentir les sondages, mais insuffisant pour battre les 23,1% de Marine Le Pen et faire face à Emmanuel Macron au second tour. Mais suffisamment pour donner le ton de ce que souhaite être la principale force de gauche dès demain. C'est une question qu'on abordera dans la première partie avec ma première invitée, la députée Danielle Obono. En deuxième partie de la matinale, mon collègue camarade Théophile Kouamouo recevra Olivier Berruyer, fondateur du média Élucide, notamment spécialisé dans l'exploitation des données chiffrées. Les deux parleront justement en détail des résultats du premier tour des élections présidentielles et d'un portrait d'une France fracturée qu'ils dessinent. Mais avant ça, place à la traditionnelle revue des unes de presse du jour, la titrologie. La présidentielle 2022 est à la une de tous nos quotidiens nationaux. Il nous parle naturellement du bilan du premier tour et des perspectives et combats en vue du second. Les 3 francs, c'est le grand titre du quotidien d'inspiration catholique La Croix. Au lendemain du premier tour, constate La Croix, la France apparaît coupée en 3 blocs majeurs, incarnés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La Croix y voit une intensification de la grande recomposition politique qui a commencé il y a 5 ans avec l'élection d'Emmanuel Macron. Les autres quotidiens décryptent et analysent cet entre-deux tours qui s'annonce fort en péripéties. Macron-Le Pen, un acte 2 plus incertain, titre Le Monde. Il faut lire en vérité plus incertain qu'en 2017. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fois-ci, l'extrême droite a une réserve de voix. Quant aux partis qui ont structuré la vie politique française depuis plus d'un siècle, le PS et LR, ex-UMP, ils ruminent leur terrible échec. Ce qui fait dire au monde que Macron-Le Pen est un duo sur un champ de ruines. Comment Macron et Le Pen veulent élargir leur base électorale, titre en grande une Le Figaro. Les 2 finalistes se disputent les bases populaires et essaient de séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Au risque, écrit Le Figaro, de troubler leur soutien traditionnel. On voit déjà que Macron se dit prêt à discuter sur le passage à 65 ans de l'âge de la retraite et se dit ouvert à un référendum. Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous savez. Le quotidien de centre-gauche, Libération, met lui le président sortant à la une. Macron au charbon, titre Libé, qui raconte comment, en campagne dans le Nord, Emmanuel Macron a entamé, parfois lourdement, sa conquête de l'électorat de gauche. D'ailleurs, c'est aussi hier dans le Nord où une personne lui a demandé de s'expliquer sur l'épisode où il se disait vouloir emmerder les non-vaccinés pour les citer. Réponse du président candidat, c'était affectueux, jure-t-il à peine à l'aise. C'est bien connu, quand on aime les gens, on souhaite les emmerder. Qui ne s'étonne donc pas si les électeurs du second tour souhaitent lui prouver leur amour. De son côté, l'Humanité titre sur la nécessité supposée du barrage républicain. Comment Le Pen veut nous berner, écrit l'Humanité. Le quotidien communiste utilise une expression pour décrire la stratégie supposée du RN, l'imposture sociale. Ce qui est vrai, il n'y a qu'à comparer les discours de la chef du parti avec les actes de ses élus ou ses propres votes à l'Assemblée. Le quotidien économique Les Échos titre quant à lui « Le Pen, l'alerte des partenaires sociaux ». En gros, les organisations patronales mettent en garde contre le programme économique de Marine Le Pen et la CFDT appelle explicitement au vote Macron au second tour. Rien d'étonnant pour qui sait observer la vie politique du pays. Du côté des Indés, il y a cet entretien sur Street Press avec l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg. Le titre, Le Pen propose un libéralisme ethnicisé
aucunement un programme de gauche. Fin de citation. Le Bourg décrypte la stratégie de Le Pen qui, selon lui, mise sur l'entente entre Français riches et pauvres par l'exclusion des immigrés pauvres pour l'emporter au second tour. Un entretien passionnant à lire sur le site de Street Press pour ne pas se leurrer sur les intentions de fond et la réalité de ce qu'est le RN. Voilà pour ce qui est de la titrologie du jour. Place maintenant à mon invité de ce matin. Bonjour. Daniel Obono, député de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Avec plaisir de vous accueillir. Alors, déjà, pour commencer, première question toute bête. Comment allez-vous ? Ça va. On descend un peu. Oui, j'imagine. Alors, comme beaucoup d'autres, et puis vous aussi, j'étais au Cirque d'hiver dimanche soir, où l'espoir était grand pour la gauche, et la déception qui en a suivi, évidemment, immense. Mais pourtant, les premiers mots de Jean-Luc Mélenchon sont voulus combatifs, sont voulus aussi porteurs d'espoir pour la suite. On regarde un extrait de son discours tenu quelques minutes après l'annonce, et on revient ensemble tout de suite. Tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est mon devoir de vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise, je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein ? Faites mieux. Merci. Voilà, c'était du coup dimanche soir au Cirque d'hiver. Alors Daniel Obono, votre sentiment à vous, après avoir entendu ce discours et après avoir vécu ces 2 derniers jours ? Ouais, après avoir entendu ce discours, moi ce que je retiens c'est la fin, c'était pas loin et faire mieux. Voilà, donc c'est ça qui reste à faire. On va se reposer un petit peu quand même parce qu'on a été sur les routes de campagne pendant 17 mois, c'était intense et c'est vrai que la déception est forte, donc c'est mêlé à la fois de tristesse, de beaucoup de frustration parce que franchement 400 000 voix et avec l'effort immense qui a été porté pendant si longtemps et surtout moi ce qui m'a interpellée le jour de l'élection, en faisant les bureaux, c'est de voir ces files de gens qui sont sortis, qui ont vraiment répondu à l'appel, quoi, en fait. Donc on se dit, voilà, tout cet espoir porté et vraiment des milliers de gens, quoi, notamment dans les quartiers les plus populaires. Qui ont fortement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Qui ont entendu l'appel. Enfin, il y a des gens, ils sont descendus, ils ont ramené tout le quartier pour voter. Donc tout ça Vous avez des retours porte. De ces personnes-là. Enfin, est-ce que leur déception est plus importante encore Ben ça commence. Enfin, déjà, nous-mêmes, il a fallu un petit moment pour décanter, pour que la poussière retombe. Et puis voilà, on reprend contact progressivement. Il y a aussi les militants, parce que les militants ont fait un travail extraordinaire. Le déploiement de la campagne qu'on a vu, et je pense que tout le monde a reconnu que c'était une campagne unique dans le moment. Personne n'a fait ce qu'on a pu faire, et donc ça a été énormément porté par les militants et les militantes qui, du coup, il y avait aussi besoin de beaucoup discuter hier, expliquer, notamment les plus jeunes, en tout cas les plus jeunes, pas seulement en âge, mais aussi en engagement. Beaucoup de gens nous ont rejoints dans le cours de cette campagne. Donc voilà, faut parler, expliquer et puis redonner
Et pas dans la boussole, parce que la boussole, elle reste là. Et le discours de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, a eu un effet extrêmement important, effectivement, pour rappeler le sens de la lutte, quoi. La lutte continue. Donc voilà. Et puis maintenant, oui, on a les retours aussi de gens qui nous encouragent et nous disent merci d'avoir été là, et on va reprendre le travail, retourner, parce qu'on continue à se mobiliser et retourner discuter avec les gens, expliquer, les remercier aussi d'avoir été là, d'avoir répondu à l'appel, et ancrer aussi ce sursaut, parce que aucun vote n'est acquis, et même si aujourd'hui on représente un bloc populaire, la troisième force politique de ce pays, et ça c'est aussi une victoire malgré tout, malgré la défaite. On a marqué des points, et un point important, je crois qu'on a reconstruit la gauche dans ce pays sur des fondements, en plus un centre de gravité très à gauche, qui n'est pas dans ce qu'on a pu connaître avant, qui est une gauche radicale, claire. Et donc c'est une responsabilité, et pour ça en fait il faut enraciner ce vote-là qui est arrivé des profondeurs du peuple de gauche. Bien sûr, et on va en discuter ensemble ce matin. Alors, pour revenir sur ce discours positif, entre guillemets, même si effectivement les élans étaient là, combatif de Jean-Luc Mélenchon dimanche, il venait quand même, alors moi j'étais sur place, je le rappelle, en opposition à l'humeur ambiante, évidemment, de lourdes déceptions. J'ai vu beaucoup de larmes, de visages émus dans la salle, puis énormément, après le discours, de merci ont été scandés en direction de Jean-Luc. Vos détracteurs parleraient de gourou, bien sûr de culte de personnalité, etc. Mais qu'en est-il réellement du rôle particulier joué par Jean-Luc Mélenchon quand même dans cette histoire-là? Vous dites on a reconstruit la gauche. Écoutez, déjà, les détracteurs nous ont traités tous et toutes de tous les noms, mais c'est vrai que cette insulte faite à Jean-Luc, c'est aussi une insulte faite aux militants et aux militantes que nous sommes souvent depuis des années, engagés sur tout un ensemble de luttes. Quand on voit, et tout le monde reconnaît le travail que nous avons fait à 17 à l'Assemblée nationale, et puis la dynamique qui s'est construite, non, en fait, ça n'a jamais été le cas, et ça n'était certainement pas ce soir, mais c'est vrai qu'il l'a porté quand même. Fallait le faire, et fallait le faire à la manière dont il l'a fait, sans jamais flancher, en se prenant pas mal dans la tête, et franchement on souffrait aussi pour lui, parce qu'on ressentait aussi les insultes, et on a maintenu le cap. Donc oui, c'est de la reconnaissance par rapport à un dirigeant politique, moi que je considérais comme être un dirigeant politique révolutionnaire à la hauteur des enjeux de la période, et je crois que c'est un des seuls en fait à comprendre les enjeux fondamentaux de cette période, notamment sur la question du changement climatique, à analyser. Et donc bien sûr que c'est un rôle. Il dit que j'ai entendu parler aussi ce soir-là de paratonnerre. Il était là pour prendre les coups, il était là pour être au front. Rôle. Alors on conteste cette construction institutionnelle qui met tant de responsabilités et de poids aussi, du coup, sur une personne, etc. Mais s'il y avait bien une personne qui était en capacité de nous mener si loin, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, parce que il a l'expérience aussi. C'est pas non plus comme ça vient pas comme ça. C'est la 3e campagne, il l'a dit, on l'a expliqué pendant la campagne. Il a le recul de l'âge aussi. Ça a des avantages. D'une longue expérience d'engagement politique et militant, voilà, donc ça donne effectivement énormément d'atouts et de savoir-faire dans comment est-ce qu'on surtout on porte ça. Mais je pense qu'il y a le travail de la campagne, mais je redis le travail qui s'est fait ces 5 dernières années, ce qu'on a construit avec le groupe à l'Assemblée nationale. On faisait remarquer souvent, en fait, la plus dure des têtes dures, c'était pas toujours Jean-Luc Mélenchon, et faire exister un groupe à partir de 17 personnes qui partageaient un programme en commun, bien sûr, mais qui en fait n'avaient jamais milité ensemble comme on a milité en tant que groupe parlementaire. Il fallait une autorité légitime et aussi une sensibilité pour comprendre comment on fait vivre justement toutes ces individualités sans écraser personne. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait la réussite de ce groupe-là. Et donc c'est tout ce travail-là alors, qui remonte, y compris moi je milite avec Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans, d'autres depuis bien plus longtemps. Donc ça n'a jamais été un homme seul, ça n'a jamais été un gros, c'est un dirigeant politique. Et c'est cette construction-là, c'est tout ça qu'on doit. Et donc tout ce travail de reconstruction. On voit votre travail à l'Assemblée, évidemment, on voit la pluralité de vos profils et de vos combats. Il faut le dire. Réussi là aussi avec l'Union populaire. Alors bien sûr, c'est d'autres forces qui sont arrivées dans la bataille, et c'est aussi le travail
pendant la campagne de Manuel Bompard, qui était un directeur de campagne excellent, et de Aurélie Trouvé, qui a su aussi tout de suite prendre sa place, ça a tout de suite matché, comme on dit, mais donc c'est bien sûr que mais voilà, il faut créer un cadre, il faut créer un état d'esprit, et donc ce travail-là, Jean-Luc Mélenchon a été moteur là-dedans et a été un vrai dirigeant politique. Alors, un mot sur les sondages aussi à chaque fois qu'on passe une élection, on en parle. Alors, il donnait votre candidat à 15% le vendredi, une semaine avant le premier tour, culminant à 17,5%. Le vendredi, dimanche soir, c'est 22% qu'il réalise réellement dans les urnes. Que s'est-il passé, selon vous ? Il s'est passé quelque chose quand même de particulier, parce qu'à peu près tous les autres candidats et candidates ont eu le score, le vote plus ou moins, mais franchement, on est les seuls à avoir eu cet écart-là. Donc, ça interroge. Nous, on a ce positionnement très critique politiquement des médias, de leur omniprésence et de la manière dont ils ont un rôle un peu performatif pour orienter. Et ils orientent. Alors, on a décidé de l'utiliser parce que c'est ça aussi qui a permis de donner de la crédibilité. Mais c'est vrai que, si on avait été sondé au moins proche des 19, proche des 20, et finalement on fait presque 22, oui, peut-être que c'est le sursaut qui aurait permis. Donc on voit bien que, je dis pas c'est ça qui se décide le vote, mais c'est ça. Ça conditionne quelque chose ? Je pense que ça fait partie des éléments. Quand on sait, je crois que c'est à peu près 30% des gens qui se sont décidés dans les tout derniers jours. La perspective de battre Le Pen, elle n'est pas la même quand on est à 3-4 points ou quand on est à 2, bien sûr. Donc ça a un effet. Ça a un effet sur la conscience. Après, bien sûr, les gens font un choix aussi libre que possible, avec autant d'informations que l'on peut. Mais justement, la qualité des informations et le fait que c'est le seul candidat à avoir été testé encore avec cet écart-là, quoi. Donc, on a toujours et on a fait ce travail-là, donc notamment Manuel Bompard qui a suivi ça de près auprès de la Commission nationale, en pointant les biais qui sous-estimaient à chaque fois le vote populaire. Parce que les conditions aussi dans lesquelles sont produits les sondages aujourd'hui traduisent aussi en fait la volonté d'aller vite, de faire les choses les plus simples et qui du coup privilégient certaines catégories. Donc on sait aussi les conditions matérielles qui amènent à cela. Mais oui, il y a un choix politique de légèrement surestimer Marine Le Pen, il y a aussi ça, et très largement nous sous-estimer. Donc oui, c'est politique. Et au passage, peut-être aussi ne pas réussir à quantifier le fameux vote utile, ou le vote, vous disiez comment déjà, le vote efficace. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a joué quelque part ? Après, faut voir de quoi notre vote a été fait. On commence à avoir des données, donc c'est quand même un peu tôt, mais de ce que moi j'ai perçu et ce qu'on commence à percevoir, c'est que il y a surtout le biais de sous-estimation du vote populaire. Il y a les conditions, en fait, le fait de ne plus avoir les moyens de mener des vraies enquêtes en allant avec les gens, enfin en allant chez les gens et plutôt qu'aller sur Internet. Je crois que ça c'est un élément important. Après, les motivations, elles sont diverses. Je viens de voir aussi ce matin des éléments où on voit que le vote pour Jean-Luc Mélenchon a sorti le plus de gens de l'abstention comparativement. Alors même si l'abstention est forte, et je pense que ça nous a aussi ça a été à notre détriment, mais voilà, on a fait ce travail-là, et donc c'était juste aussi d'avoir cette analyse-là. Il y a eu campagne partout. Il y a cette proportion-là quand on regarde entre 2017 et 2022. Et puis bon, après, voilà, je pense que le vote utile a joué aussi beaucoup pour ces gens-là qu'on a sorti l'abstention, parce qu'après quand on regarde, il y a une partie certainement... Aussi, parce qu'on voit par exemple le NPA qui fait un score quand même très bas. Évidemment, ils sont quand même autour de 1, 2, ça peut être ça. Oui, là, on a peut-être gagné quelques évidemment, faut quand même proportions, le reconnaître, je pense. Mais bon, j'aimerais quand même qu'on reconnaisse la qualité de notre campagne et le fait que les gens ont été convaincus par ces idées-là. Et je pense que le fait d'avoir commencé 16 mois en avance, parce que justement, on croyait et on croit à l'intelligence collective, on croit que voilà, quand on fait ce travail-là de conviction, en fait, ça porte ses fruits. Et les positionnements très clairs de Jean-Luc Mélenchon ont eu un écho. Donc voilà, après, on va démêler tout ça au fur et à mesure, parce que justement, la lutte continue, et donc il faut s'appuyer sur les points forts de ce qu'on a réussi pour réussir encore mieux la prochaine.
Bien sûr. Alors je rappelle, 22% pour Jean-Luc Mélenchon, la l'Union populaire, 4,6% pour les Verts de Jadot, 2,4% pour le PCF, 1,8% pour le Parti socialiste, c'est historique. L'union de la gauche par le bas, ça a fonctionné ? En tout cas, là encore, voilà une analyse qui s'est avérée plutôt juste de la part de Jean-Luc Mélenchon sur le fait que effectivement l'union était impossible au sommet pour différentes raisons. Après, chacun assumera sa part de responsabilité dans la situation, mais dans tous les cas, effectivement, oui, l'union à la base et ce que l'on porte sur le fait de dire on s'adresse au peuple, on veut fédérer le peuple depuis très longtemps, c'est un mot d'ordre qu'on a. Ça répond aussi à la période et au fait que oui, les étiquettes ne sont pas du tout, et même l'addition des étiquettes ne sont pas la garantie de crédibilité qu'on l'on imagine, surtout quand derrière l'étiquette, il y a un bilan. Je pense notamment au bilan du Parti socialiste, qui n'a jamais rompu en vérité avec l'ère Hollande, qui n'a jamais fait ce propre bilan, voilà, dont on a vu que la campagne manquait tout simplement de boussole, de fond et de suffisamment de rupture claire avec la Macronie qui est issue du Parti socialiste pour convaincre. Donc non, voilà, la soupe de label, comme on l'a dit, n'est pas le garant de l'union. Et puis c'est vrai que pendant des mois, on a eu ce discours qui a certainement aussi pesé dans le désarroi pour certains et le désintérêt, et au final de dire je vais les laisser se débrouiller, cette idée que si l'union n'existait pas, on avait perdu tout de suite, etc. Mais ça se basait plus sur les fantasmes et les stratégies des uns et des autres et des différents appareils que sur la réalité, une analyse de où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2022, de l'état de la lutte des classes, de l'état des classes du peuple et les positionnements des uns et des autres par rapport aux besoins fondamentaux et par rapport à cette réalité-là. Et je pense que de ce point de vue-là, on a certainement eu l'analyse la plus juste, en tout cas, qui répondait à ce dont ont besoin les gens aujourd'hui et qu'est-ce qui est moteur pour réengager dans l'acte politique et la bataille politique. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez reconstruit la gauche. Alors de mémoire, le mot gauche n'a pas été prononcé une seule fois par Mélenchon de tout son discours dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon préfère parler d'un pôle populaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça désigne, de quoi c'est composé ce pôle populaire? Qu'est-ce que c'est? Et si le mot gauche n'a pas été prononcé, selon vous, pourquoi? On a pu le prononcer à d'autres moments, donc c'est pas un justement, on n'est pas dans un fétichisme des mots. Disons que ma formule était un peu provocatrice dans le sens où effectivement ce qu'on voit émerger, c'est une tripartition de l'espace politique, et ce que ça représente tout simplement ce qui reste, je crois, de cette histoire de la gauche-là, en tout cas de ceux qui se revendiquent de cette histoire-là, pas simplement comme une identité esthétique, mais comme un vrai contenu. Et ça, c'est le programme dont voilà, on redit et tout le monde a constaté la solidité, le sérieux, et puis surtout qui était un produit des luttes, tout simplement. Voilà, on a été voir les associations, on a travaillé pendant 5 ans avec de nombreuses d'entre elles, et on a repris l'ensemble de ces revendications qu'on a mis en politique. En fait, on a traduit politiquement les luttes dont on avait fait partie, qu'on a participé aussi à construire. Donc c'est ça aussi la gauche, c'est partir des revendications, des besoins, comme il dit, voilà, partir des besoins, des revendications portées par les mouvements, les formes les plus organisées, les plus avancées, et ça va aussi bien des associations, des grandes associations écologistes que des mouvements populaires comme les Gilets jaunes et aussi le travail des syndicats. Donc c'est ça la gauche, c'est un contenu, et c'est ce qu'on dit en fait depuis au moins, on va dire 2017, quand on disait en fait on part du contenu, on part pas de l'étiquette. Et qu'est-ce que ça veut dire de redonner du sens à cette idée de gauche, avec beaucoup de guillemets, qui a été tellement dévoyée, dont le mot est devenu toxique parce que il a été à Valls, à ce genre de personnes, même à Emmanuel Macron, qui sait à un temps pour s'habiller des atouts d'un pseudo-renouveau prétendu également de gauche. Jusque dans les mots d'une de ses ministres encore sous ce quinquennat. Donc repartir de ce qui fait l'histoire de ce courant-là, de cette grande famille politique,
et qui est faite aujourd'hui d'insoumission, de socialisme, d'écologie, de communisme aussi. Voilà. Et donc, je crois que ce qu'on a réussi, et l'Union populaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'était déjà un cadre bien plus large que la France insoumise, de personnes qui n'avaient pas d'étiquette, qui en avaient d'autres que celle de la France insoumise, et qui sont venus sur la base par ailleurs du programme, et d'être d'accord avec ça, et d'être prêts, et de penser que en tout cas on n'avait pas toutes les réponses, et ils étaient peut-être pas d'accord avec tout, mais que l'essentiel était là. Et donc voilà, pour nous c'est l'essentiel de ce qu'on a apporté, qui vient de la lutte, et qu'on traduit politiquement, et qu'on se donne les moyens avec une stratégie pour la mettre en œuvre à partir là aussi du rapport de force. Et pour moi, ça renvoie moi à mon histoire aussi d'une analyse marxiste matérialiste du rapport de force. Donc voilà, chacun peut se retrouver en fait dans cette dynamique. Et voilà ce qu'on peut dire, enfin voilà ce que peut exprimer l'expression que j'ai subie. Mais il y a aussi l'idée de penser le rapport de force, de classe à l'état de 2022. Et on sait que ce n'est pas la classe, on parle du peuple parce qu'il y a aussi ces dimensions-là où il y a d'autres lignes de fracture, et ce qui rassemble le plus, voilà, c'est les besoins, et pas exactement de la même manière, mais on a toujours la conflictualité, on a toujours du rapport de force, et on a toujours des intérêts objectifs communs à la majorité quand même de la population, et c'est toujours ces ressorts-là en tout cas sur lesquels nous on veut appuyer. On comprend mieux du coup le terme de pôle populaire du coup. Voilà, exactement. Alors beaucoup de primo-votants, vous l'avez dit tout à l'heure, ont choisi le bulletin LFI pour ce premier tour, beaucoup de jeunes, et pour elles et eux, ça a sans doute été une montagne russe un petit peu, une forte dynamique comme vous l'avez, et puis de l'espoir et une forte déception. Jusque tard dans la nuit, on a vu, jusqu'à 2h du matin, on attendait, l'écart se resserrait. C'est très, 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 très fort. À ces personnes-là, vous leur dites quoi ce matin ? À ces primo-votants ? Je sais pas si je trouverais de meilleurs mots que ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient vraiment très très justes, même si là aussi il faut certainement attendre un petit peu. On n'a pas peut-être tout de suite la solution, et que tout de suite ça va pas repartir tout de suite tout feu tout flamme, mais déjà que c'était le bon choix, et on l'a vu, parce que non mais déjà se dire des fois, je pense qu'il y en a peut-être certains, j'espère en moins, qui reconnaissent qu'ils sont trompés sur les grandes largeurs, mais ça on peut, voilà, c'était ce geste-là, ce bulletin qu'il fallait prendre, et c'était pas si loin que ça. Donc après, aux jeunes qui vous écoutent, qui se sentent représentés par vous, parce que vous avez des profils quand même très différents dans la France insoumise, vous leur dites quoi vraiment pour pas qu'ils tombent dans la décision en disant que voilà, j'ai fait la manif, on a fait campagne, j'ai voté, pas forcément pour le vote utile, parce que j'étais pas forcément d'accord avec tout, voilà, j'étais plus pour le NPA, plus pour machin, plus pour, et puis quand même je suis là parce que dire qu'on a marqué des points, que c'est une victoire à plusieurs niveaux, d'avoir déjà fait exister cette force-là qui tient la dragée haute à la Macronie, et qui aujourd'hui représente le seul véritable barrage contre l'extrême droite. Et je pense que voilà, on est au coude à coude. Alors on peut dire qu'on part de loin, mais étant donné qu'on s'est battu aussi contre vents et marées, quoi, faut pas sous-estimer, se dire que au final on a ce résultat-là, voilà, on l'a arraché avec les dents, quoi. Donc c'était là où il fallait être, c'était le bulletin qu'il fallait mettre, et c'était la bataille qu'il fallait mener, et on en aura d'autres. On va en avoir d'autres, malheureusement, justement parce qu'on n'y est pas arrivé, et donc. Voilà, soufflons un peu, prenons le temps voilà, de se reposer un peu, parce que d'apprécier aussi ces 22%. La lutte continue. Ouais. Oui, la lutte continue, vous dites effectivement. Alors finalement, le tableau n'est pas si noir, ou alors pas totalement. Mélenchon, vous dites, il dit que la lutte continue. Est-ce que c'est aussi votre constat, pour finir, votre mot d'ordre, c'est aussi ça ? Il y a quand même un truc, faut quand même y aller. Oui, bien sûr, on a toujours un monde à gagner. On a toujours ces exigences-là par rapport aux millions de ceux des nôtres qui ne survivront pas aux 5 ans qui viennent si rien de fondamental ne change. Et donc, on a des leviers encore. On a une élection législative, et je pense qu'on a montré en tant que
que groupe parlementaire qu'à 17, on arrivait quand même à mettre des grains de sel dans leur machine qu'ils imaginaient bien huilée. Et la conjonction de cette présence parlementaire, cette bataille parlementaire et des luttes, on l'a vu au moment de la lutte contre la réforme des retraites, les a mis en échec. Et donc, oui, il y a des rendez-vous là dans les prochains mois, notamment les législatives, pour faire de nous la force d'opposition institutionnelle parlementaire et avoir les moyens de les mettre en échec. Donc, nous n'avons pas réussi à ce coup-là. Il y a une chance, il y a des possibilités. Si on nous donne la force, si on garde la force qu'on a accumulée là, qu'on la décuple, même si on sait que c'est difficile de passer la dynamique de la présidentielle à celle des législatives. Mais voilà, il y a d'autres combats à mener. Il y a cette mobilisation sociale d'auto-organisation qui sera aussi essentielle. D'abord pour céder. En dehors des urnes. Oui, parce que d'abord pour faire face, l'auto-organisation, c'est celle des salariés, c'est celle des locataires, c'est celle dans tous les espaces de la société. Et ça, ça continue toujours, parce que d'abord, c'est une question souvent de survie. Et toutes les batailles qu'on a gagnées aussi quand même au cours des 5 dernières années, et des luttes qui ont été menées, ça aussi, ça nous a donné de la force. Donc voilà, il y a des perspectives, et l'objectif et la boussole restent la même, et l'urgence et les urgences restent aussi importantes. Je rappelle, on a 3 ans, dit le GIEC, on a 3 ans pour rendre notre monde compatible au changement climatique et l'adapter. Et donc, moi, je crois que voilà, tout cela nous oblige à être à la hauteur. On a aujourd'hui, et je finis là-dessus, une responsabilité parce qu'on représente par le vote massif qui a été fait par tous et toutes. Et donc, nous sommes toujours au combat, et nous l'assumerons jusqu'au bout, et nous mènerons la bataille jusqu'au bout. Et on espère que le plus grand nombre continue à la mener à nos côtés avec nous. Et merci Daniel Obono d'avoir accepté mon invitation ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes députée de Paris, élue LFI, et d'ores et déjà candidate à votre propre succession pour les législatives. J'ai vu ça là sur la liste, c'est bien ça ? Oui, succession, alors je sais pas, mais en tout cas à rempiler pour mener la bataille. Et j'espère bien qu'on sera encore plus nombreux, parce qu'on va avoir besoin de monde et besoin de bagarres dures. On le comprend, évidemment. Alors, nous allons passer désormais à la deuxième partie de cette contre-matinale avec Théophile, qui s'entretiendra avec Olivier Berruyer, fondateur du site d'information Élucide, et spécialiste des mathématiques financières, mais pas que, vous allez voir. Mais avant ça, une petite pause auto-promo, car vous le savez, le média est en voie d'extinction. Votre média est plus que jamais en danger. Nous rentrons en campagne avec un objectif clair, simple, devoir atteindre la barre des 10 000 abonnés contributeurs sur le site du média pour qu'il puisse continuer à exister, continuer de vous proposer les programmes et les formats que vous aimez gratuitement à tous. Vous êtes 6 729 abonnés contributeurs. Merci beaucoup. Je n'en dis pas plus. Regardez ce petit clip pendant lequel je laisserai ma place ici sur ce plateau à mon confrère et camarade Théophile Kouamouo. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette première partie de l'émission et vous donne rendez-vous très bientôt ici même. Bonne journée. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie. Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès. Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est finie cette campagne. Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format, où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels, dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal, et voici la réponse. On est dans une situation assez dingue où un gouvernement, du coup, vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas à ces gens-là ? Nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ? Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont
des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire. Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans celle de Macron. Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions. Malgré ça, vous n'êtes que 6 400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 € et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 € chaque mois. Le média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible. Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez. Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le média et lui assurer sa pérennité. Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, le média a besoin de vous. Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants. Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en deuxième partie de cette première édition post-premier tour de la matinale du média. Je suis sur le plateau avec Olivier Berruyer, fondateur du média indépendant et lucide, que je vous invite à visiter et qui a besoin lui aussi d'abonnement. Et Lucide est notamment spécialisé dans des formats graphiques, des formats qui permettent de mieux comprendre les chiffres de l'actualité. Et il nous en fera profiter pour évoquer la question des chiffres des élections. Salut Olivier. Bonjour. Alors tu es venu nous voir avec plusieurs graphes qui nous permettent de commenter en profondeur les grandes tendances du premier tour de la présidentielle, ce qui nous donnera l'occasion d'en tirer quelques conséquences politiques. On commence par le premier graphe qui s'affiche à l'écran et mon petit doigt me dit que tu t'en serviras pour évoquer les instituts de sondage. Sont-ils plantés? Pourquoi? Pour quelles conséquences? Oui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette élection. Et la première, c'est d'avoir un pays qui est vraiment fracturé. Dans ce premier graphe que je voulais partager avec vous, c'était pour revenir évidemment sur les sondages. On a quelques chiffres qui sont quand même frappants maintenant avec le recul. On peut revenir sur ces chiffres et leur évolution. Bien sûr, oui. Fin janvier, on voit que un sondeur nous donnait Valérie Pécresse à 18% quand même, gros succès. Mois de février, un autre nous donne Zemmour à 16,5%. Un autre, il y a un mois, c'est pas très loin, un mois, 10 mars, Mélenchon était à 10%. Et pour ceux qui disent, oui, mais tout ça, c'était bien vieux, si je regarde le 8 avril, il y a 4 jours, Mélenchon est à 16% sur l'IFOP. Donc 2 jours avant les élections, exactement. Vendredi. Oui, c'est ça, c'est le vendredi. On voit la gravité finalement de cette utilisation en plus à outrance des sondages. On voit que ça ne marche pas. Alors après, les sondeurs te disent, oui, mais nous, on ne fait pas des prédictions, on fait une photo à un moment donné. Ce qui est assez vrai, de toute façon, on voit que des gens se décident au dernier moment. Mais alors, on se pose la question, ça sert à quoi ces machins ? C'est quand même très manipulatoire quand on sait comment fonctionnent les gens. Les gens se décident au dernier moment, mais pour expliquer en fait ce décalage... Pas tous, hein, c'est 20, 25% mais pour expliquer ce décalage, il faudrait croire que le différentiel de personnes qui se décident qu'il n'y a que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se décideraient au dernier moment, ou alors il serait de manière écrasante ceux qui se décident au dernier moment, pour qu'on arrive à ce gap en 2 jours. Oui.
puis de toute façon, on voit qu'on est quand même sur des volumes qui sont généralement de 1000 personnes. Alors, statistiquement, c'est censé être robuste, mais quand tu as vraiment 1000 personnes représentatives, mais là, les gens, c'est très difficile de les trouver représentatifs. Ils font ça pour Internet. En plus, dans la plupart, sont payés pour répondre aux sondages. Pas grand-chose, mais enfin quand même. Donc, on voit qu'il y a une vraie problématique et elle est à plusieurs niveaux. Enfin, déjà maintenant, grâce aux socialistes, à François Hollande, on voit qu'on est plus sur des principes d'égalité mais d'équité. Donc maintenant, il faut donner un temps de parole avant le début de la campagne électorale, donc pendant plusieurs mois, en fonction de ces sondages finalement. Donc on voit que les sondages sont complètement bidons et donc le temps de parole de Mélenchon a été divisé par deux, clairement. On voit derrière qu'il y a aussi des effets très dangereux de fabrication de l'opinion publique, parce que les gens pensent que c'est vraiment ce qui va se passer, donc ils se mettent aussi à avoir des stratégies en fonction de ça. Et quand tu as 2 jours avant le vote, Mélenchon qui est donné à 7-8 points derrière Le Pen, on voit très bien que les électeurs qui vont dire « Ouais, peut-être que Mélenchon, je vais voter Roussel, c'est pas grave, de toute façon, il va faire 2-3 points, mais ça changera rien, puisque de toute façon, j'aurais voté Mélenchon, avec quoi? Il aurait fait 19, de toute façon, ça sera toujours loin de Le Pen. » Donc on voit que déjà, ça a probablement déplacé des gens hors du champ de Mélenchon. Ça a empêché que la question du vote utile pour le second tour soit une question évidente pour tous les électeurs susceptibles de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, oui. Puis certains ont peut-être hésité, qui sont un peu à la frontière, ont peut-être voté Macron en disant bon, ok, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, quand on voit la mobilisation qu'il y a eu, est quand même exceptionnelle. Même les évolutions, on a plein d'exemples de gens qui d'habitude votaient pas trop, puis quand même, je votais Mélenchon. Alors que les sondages disaient, il gagnera pas, il sera pas au second tour. Alors qu'on voit qu'évidemment, il était très très proche du second tour, avec une mobilisation peut-être un peu plus forte, évidemment, aurait permis de changer non seulement le second tour, et peut-être le vainqueur, hein, parce que la victoire de Macron est très loin d'être acquise. Alors on peut imaginer, disons, à la décharge des sondeurs, qu'il y a une surmobilisation de certains types d'électorats, qu'il y a une sous-évaluation du taux de participation, et que tout ça peut expliquer ce décalage, en fait, cet échec en réalité de leurs prévisions. Mais je ne suis pas forcément en train de taper sur les sondeurs, parce que finalement, on essaye de leur prêter et de leur confier une mission impossible, c'est-à-dire prédire le résultat à l'avance. La question, c'est collectivement, à quoi ça sert? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus néfaste est-ce que ce serait pas beaucoup mieux de les interdire, ces sondages, interdire de faire des sondages, de publier des sondages? Le vote est secret. L'intention de vote, elle est censée être secrète aussi. On voit très bien que c'est quand même très manipulatoire. On sait aussi que les gens ont tendance à, en tout cas une partie, peut-être un tiers des gens, quand on voit les fameuses expériences de H, de se conformer à une opinion majoritaire, surtout ceux qui ne savent pas trop, machin, je sais rien, oui, on me dit qu'il va gagner, donc je vais voter pour lui. Alors oui, évidemment, s'il n'y a pas de sondage, on serait dans le flou, mais bon, voilà, si vous n'aimez pas le flou, la vie n'est pas pour vous non plus, quoi. Il y a du flou, oui, bien sûr, mais derrière, on aurait sans doute quelque chose aussi de plus démocratique. Alors on passe à un second graphique, le vote au premier tour selon l'âge des votants. Oui, qui montre bien la grande fracture de la population. Et j'ai envie de commencer aussi par un chiffre sur l'abstention réelle. On nous a sorti 26%. En fait, c'est 33% la vraie abstention, parce qu'on ne tient pas compte, dans les chiffres qu'on vous donne, des gens qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y en a à peu près 7-8%. Donc on voit déjà qu'un tiers des gens, déjà, ils veulent pas se prononcer. C'est pas négligeable, hein. Ça veut dire que Macron, qui a quand même fait une jolie performance, surtout par rapport à celle d'avant, mais ça on y reviendra, en fait, il a encore moins de 20% des citoyens en âge de voter qui ont voté pour lui. Donc on voit très bien que ça commence à poser d'énormes problèmes démocratiques, que les types qui sont censés diriger le pays, c'est que 20% de la population. Alors, si on est sur ce graphique sur les résultats par âge, on voit une vraie fracture générationnelle qui est assez impressionnante. Je vous ai mis 3 tranches d'âge ici, les jeunes, les classes intermédiaires et puis les plus de 70 ans. Et on voit que les jeunes, évidemment, votent en majorité pour Mélenchon, à plus de 30%. Après, c'est Le Pen 25% et puis Macron 20%. On voit très bien que les jeunes ont compris aussi l'importance du climat, l'importance de conserver notre modèle social pour la stabilité de la société, et ils souffrent aussi de ces années de néolibéralisme qui les frappent durement. Tous les primo-votants ont souffert énormément du Covid et de la crise sociale qui s'est ensuivie, parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas pu travailler, sont allés ils sont allés aux banques alimentaires, etc. Bien sûr. Expérience de la précarité. Oui, et j'ai envie de dire, c'est
c'est tellement ahurissant quand tu vois, évidemment, que les plus de 70 ans, eux, ils votent à 40% pour Macron, à 10% pour Pécresse. Je tiens d'ailleurs que Pécresse... À 12% pour Pécresse. Hein, oui, mais Pécresse, chez les moins de 65 ans, elle fait 2%, comme le PS. D'ailleurs, personne n'a relevé ce truc-là. C'est quand même... ces deux partis sont morts sur les gens qui travaillent, en fait, et qui font tourner le pays. Mais en fait, ce qui est triste, c'est que tu vois, les plus de 70 ans, ils sont 10% à voter à gauche. C'est tellement scandaleux. Enfin, on parle comme de la génération du baby-boom qui va rester dans l'histoire comme la génération la plus privilégiée. Ça, il n'y a pas de souci en termes d'évolution du PIB, en termes de protection sociale. Tous ces gens ont eu la retraite à 60 ans. Ils votent pour un programme où on dit on veut mettre la retraite à 65 ans. On en a parlé la dernière fois alors qu'il n'y a aucune raison. Je ramène ceux qui nous écoutent à notre émission précédente sur la réforme des retraites de Macron qui risque de conduire ceux qui ont environ 50, 55, 60 ans aujourd'hui dans la pauvreté. Mais bien sûr, quand on voit ça, quand on voit sa proposition délirante sur le RSA, on voit très bien que le macronisme est un sadisme à la base. Parce qu'en plus, on voit très bien que c'est pas quelque chose qui va améliorer la situation, c'est même pas forcément quelque chose de nécessaire. Et donc vous avez les plus âgés qui votent pour ça, évidemment qui ne votent pas sur le climat. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent du climat? Évidemment, ils seront tous morts avant qu'on ait vraiment des problèmes. Alors que les jeunes sont vraiment terrifiés et à raison des conséquences possibles. C'est un scandale. Et comme tu signales, les gens ont souffert du Covid. Pourquoi? Pour sauver les vieux. Et les vieux sont même pas capables de dire on va être un minimum solidaire des plus jeunes. On va dire 41% des vieux, plus 12%. Et plus 12 Pécresse, plus 12 Le Pen, plus, ça fait beaucoup. Plus 10 Zemmour. Ça commence à faire beaucoup quand même d'antisocial. Il y a 10%. Alors, à leur corps défendant, les plus de 70 ans ont une vie sociale qui s'est beaucoup résumée pendant la crise du Covid et le confinement, et même après, puisqu'ils doivent se protéger, à la télévision. C'est le public, je pense que les gens qui regardent le JT de TF1 ont en moyenne 65 ans. Peut-être que la télé tient encore les plus de 70 ans, idéologiquement. Bien sûr, on voit très bien qu'il y a sans doute un problème de pluralisme d'information chez ces classes-là. Mais comme tu dis, en effet, la télévision aujourd'hui, s'adresse évidemment uniquement aux seniors. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu regardes un peu les pubs. Bon, t'en as plein pour les Montesquieu Stana, bientôt pour les couches. Enfin, c'est stupéfiant. On voit très bien que la matrice idéologique derrière est ahurissante, puisque finalement, tu vas les bons jours sur la propagande néolibérale, les mauvais jours sur la propagande quasiment néofasciste, sans problème. Et les temps de parole de gauche ou de critique des médias sont vraiment quasiment inexistantes. Justement, c'est ce qui peut expliquer ce vote. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que la fracture générationnelle va nous revenir comme un boomerang dans les 5 années qui viennent? Oui, parce qu'évidemment, les jeunes peuvent dire aussi, attendez, si vraiment... Je répète, par exemple, sur ce problème-là, il n'y a pas de problème des retraites. Enfin, si on considère qu'il y a un problème pour les retraites, écoutez, c'est très simple, regarde, cette année, il y a 5% d'inflation, il n'y a qu'à pas revaloriser les retraites, ça leur fera moins 5% aux plus âgés, qui, de toute façon, n'ont pas assez travaillé dans leur vie du coup, puisqu'on nous dit qu'il faut travailler beaucoup plus et que c'est pas normal d'avoir des retraites à 60 ans ou 62 ans. Par exemple, c'est une façon de les faire payer. Pourquoi Macron ne fait pas payer son électorat? Vous votez Macron, derrière, vous prenez une conséquence directement sur vous, parce que c'est facile de voter sur aller faire souffrir les autres. Alors, pour revenir à notre dernière émission, on avait dit que finalement, les plus pauvres mourraient avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ou alors juste après l'âge de la retraite. Peut-être que les plus de 70 ans, il y a déjà un biais, peut-être que les plus de 70 ans, dans leur génération, ce sont finalement ceux qui ont le mieux vécu et qui donc ont survécu au travail. Et donc finalement, ce serait un vote de classe d'âge, mais aussi un vote de classe sociale pour certains, pas pour tous. Oui, on va le voir sur la partie après des revenus, mais bien sûr, oui, c'est des petites pistes un peu provocatrices que je mets, mais après tout, pourquoi ne pas mettre... Parce que Macron, il aime bien faire ça, il veut des initiatives, il met la retraite à 70 ans pour les cadres, par exemple, si les cadres, ils votent pour lui, donc très bien, travaillez plus, les amis, de toute façon, vous vivez le plus. Pas normal que l'ouvrier travaille plus alors que son espérance de vie va de toute façon quasiment pas croître. Alors justement, ça nous amène au graphique sur le vote selon le revenu. On voit bien que plus on est riche, plus on vote Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ton graphique. Oui, tout à fait. Et à contrario, évidemment, plus on est pauvre, plus on vote Mélenchon et plus on vote Le Pen. Le Pen est leader sur les catégories pauvres. Après, il y a à peu près égalité sur les classes moyennes. Et Macron, évidemment, écrase tout chez les plus riches. Oui, on a aussi, évidemment, une fracture sociale sur cet axe-là. De toute façon, Macron est le président des riches.
et des classes aisées comme on le voit là, mais qui en bénéficient moins. C'est vraiment les riches qui bénéficient à fond du macronisme. Il est là pour ça. Et c'est même assez stupéfiant finalement en termes démocratiques que quelqu'un qui ne travaille qu'au service des plus puissants, des plus riches, arrive encore à avoir des scores importants de la population des classes moyennes, voire des classes les plus pauvres. Il y a encore 15% des plus pauvres qui votent Macron. C'est du masochisme à ce niveau-là. Oui. Justement, on en revient justement à la médiation médiatique et à l'identification des intérêts de classe par les uns et les autres. C'est difficile. Et on constate que finalement, la grande fracture des classes populaires se situe justement dans l'impasse Le Pen. C'est-à-dire que c'est une sorte quand même d'assurance vie pour éviter la clarification de la division du champ politique selon les classes sociales. Et peut-être c'est pour cette raison que le néofascisme français est autant promu par la sphère médiatique majoritaire, parce qu'effectivement, ça permet une fracture des classes populaires. Historiquement, il y a toujours une très grande porosité entre cet axe-là et les classes supérieures. Alors ça, c'était un peu évidemment tassé pendant les 30 Glorieuses, puis surtout après la guerre. Hein. C'est ce truc-là qui a fait complètement disparaître du champ politique. Ce qui était la droite à l'époque, hein, et que, nous, quand on parle de la droite, on pense au RPR, aux choses comme ça qui étaient en effet un peu dures. Enfin, c'était du centre droit, clairement. De toute façon, on le voit maintenant, historiquement, on repense à Chirac. On en avait presque arrivé en disant qu'est-ce qui nous est moins mal que Macron. Mais Sarkozy. Il a l'air d'être plus à droite Chirac que François Hollande, rétrospectivement. Sarkozy avait jamais supprimé l'ISF, plus à gauche. Mais Sarkozy avait jamais supprimé l'ISF, par exemple. Il faut vraiment avoir ces types qui sont venus en plus de la partie soi-disant socialiste, enfin disons droite complexée, comme dit très bien Lourdon, pour avoir ce genre de casse sociale que en fait, même la droite historiquement n'a jamais fait. Et cette espèce de néofascisme, c'était la droite avant la guerre, et évidemment après la guerre, ils ont été complètement bannis du champ politique, et ils reviennent. Alors, on se rend compte que sur les catégories aisées, Éric Zemmour fait 6%, ce qui est un peu contre-intuitif quand on observe les chiffres à Paris et dans les belles banlieues de la région parisienne, où le vote Éric Zemmour est un vote de classe privilégiée. Mais quand on étend, disons, à ce qu'on considère comme les classes, disons, les plus privilégiées, et quand on étend au territoire national, bon, il descend même plus bas que Marine Le Pen. Oui, bien sûr, on voit à quel point cette candidature a été un sketch avec le tapis rouge qui a été mis par tous les médias quand même, hein, par toutes les chaînes d'infos qui passaient tous ces discours non-stop, alors que le type sortait de rien, avec aucune expérience, ne s'est jamais présenté, faisait pas de politique. Je pense que si chacun de nos auditeurs essaie de lancer un parti, il va pas être invité des heures sur LCI. Donc on voit très bien le copinage, parce qu'évidemment il a la carte aussi, un journaliste, hein, ce qui est une protection a priori de classe, cette fois professionnelle, depuis 2015-2016, et qui est scandaleuse. Et après avoir déroulé le tapis rouge pendant des mois, maintenant on vient nous dire il faut faire barrage, attention, hein, c'est pas bien. C'est du foutage de gueule qui explique d'ailleurs pourquoi ça marche très très mal, hein, ce discours-là. Donc évidemment, les bourgeois se sont fait plaisir. Bon, là, le score aussi n'est pas énorme. C'est catégorie aisée. Dans le sondage, c'est les plus de 3 000 euros. Hein. On pourrait voir chez les plus de 15 000 euros sur ce que ça fait. Il faut essayer sur plus de 10 000 euros. Mais en tout cas, quand tu regardes les chiffres à Paris, arrondissement après arrondissement, et quand tu regardes même les chiffres dans la région parisienne, plus une ville de banlieue est riche, plus elle vote Zemmour au détriment de Marine Le Pen, et l'inverse est aussi vrai. Alors, toujours selon le même prisme, on a le vote à l'égard de la satisfaction, selon la satisfaction à l'égard de sa vie, qui recoupe à peu près... Ouais, mais c'est ça que je voulais vous montrer, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu, et moi je trouve ça frappant, quoi. C'est peut-être le graphique que j'ai le plus en tête. On demande juste aux gens quelle est votre satisfaction à l'égard de la vie. Il y en a qui disent non, j'ai une vie de merde, quoi. Je souffre. Il y en a qui disent moyen, quoi. Puis il y en a qui disent super, champagne, quoi. Et quand on regarde suivant cet axe-là, c'est terrible, hein. Chez les gens qui ne sont pas satisfaits du tout de leur vie, c'est 50% vote Marine Le Pen,
4% votent Macron, peine une dizaine de pourcents Mélenchon. Ceux qui sont ni satisfaits ni insatisfaits, ceux qui sont moyens, ils sont encore 30% à voter Le Pen. Évidemment, ce qui est frappant, ceux qui sont très satisfaits, vous êtes ici sur les élites, en fait, qui ont de l'argent, qui ont du succès, ils sont 45% à voter Macron et quasiment pas à voter Mélenchon. Enfin, c'est frappant, quoi. Vous avez un vote Le Pen de souffrance. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des guignolos à 15 000 balles par mois qui viennent sur Twitter, qui viennent sur les écrans en disant genre vous arrêtez de voter Le Pen, c'est pas bien. C'est du foutage de gueule. Il y a un certain aveuglement sur la réalité sociologique de ce vote, au-delà de la personne vers qui se dirige ce vote. Oui, mais il y a un aveuglement sur l'existence de ces gens-là, qui ne sont rien, comme disait Macron. Je dirais, il est là, l'aveuglement. Tous ces mecs à 10-15 000, quand est-ce qu'ils ont vu quelqu'un souffrir pour la dernière fois ? Enfin, à part un bobo là qui trouvait pas de pain sans gluten, quoi. Mais c'est ahurissant. Je veux dire, quand vous allez dans la France profonde, je vous ai pas mis pour pas venir avec 50 tableaux non plus, quoi. Mais je les publierai. Mais on voit aussi que le vote Le Pen, c'est un vote de campagne, c'est un vote rural. C'est dans ces zones qui sont complètement abandonnées par l'État, où votre maternité, elle est à 50 km, et donc votre enfant aura une probabilité de mourir supérieure à celui d'un enfant à Paris si l'accouchement se passe mal. Vous n'avez plus de service public. Social quelque part. Mais évidemment, vous voulez un médecin, il faudra faire aussi 50 km pour aller trouver un médecin après 3 mois d'attente, si c'est pas 6 mois. Bon, c'est un phénomène qui touche aussi l'Île-de-France. Mais voilà, cette souffrance, on en fait quoi ? Et cette souffrance, Macron a fait quoi, mis à part la renforcer en s'attaquant aux APL, en s'attaquant au chômage, en s'attaquant à tout ce qui peut tisser du lien social. Et où je répète, tous les gens qui faisaient de la politique, et tu le citais un peu comme une boutade, mais très moyenne, où Chirac, il est sans doute en effet profondément plutôt de centre-gauche, et sans doute Hollande plutôt de centre-droit, contrairement à ce qu'on pensait. Mais entier de droit, donc les choses sont quand même plus compliquées historiquement dans leur tête. Mais après, vous agissez politiquement, suivant un parti, et puis suivant un programme. Mais ces gens-là, les Chirac, les Mitterrand, n'auraient jamais fait. Ils n'ont pas fait ce genre d'agression à l'époque. Ah oui, ils vont loin, mais on voit très bien qu'ils n'allaient pas loin du tout par rapport à la casse sociale. Mais je répète encore, sadique, où pour la première fois, on donne des armes de guerre aux flics pour aller tirer sur des manifestants, qui sont justement ces gens qui souffrent. Oui, où on est condamné par Amnesty International, on est condamné par les conseils de l'Europe, on est condamné, et il ne se passe rien. Et où tous ces macronistes qui nous donnent des leçons, qui veulent aller faire la révolution au bout du monde, changer la vie au bout du monde, mais ils ne sont pas capables de protester quand sous leur fenêtre à Paris, des manifestants se font éborgner, et encore ils sont contents, ils applaudissent en disant vas-y, encore un peu plus fort. Puis après ils viennent donner les leçons en disant votez pas Le Pen quand même, on vous a juste éborgné, mais on vous a laissé un œil. Alors, en dehors de ces prismes qu'on a évoqués, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres réalités sociologiques que ce vote nous indique ? On voit un vote Mélenchon très fort aux Antilles et en Guyane, aussi dans les grandes villes et leurs agglomérations, une vraie progression, et les petites villes et les bourgs, disons, votant Marine Le Pen. La France périphérique de Christophe Guilluy, est-ce qu'elle existe vraiment quand on regarde les chiffres de cette élection ? Oui, mais comme je te disais, quand tu regardes sur ce vote qui est cristallisé sur Macron à Paris, dans les grandes villes, qui est très 50-50 dans les villes de province, et où Marine Le Pen l'emporte d'ailleurs, elle l'a emporté dans beaucoup de départements. Ça se voit pas comme ça sur les chiffres qu'on te donne. Elle est un peu derrière Macron. Elle l'emporte dans plus d'un tiers des départements. Et ce sont des départements ruraux, et ce sont des départements qui souffrent, comme je viens de l'indiquer, oui, bien sûr. Mais de toute façon, cette souffrance se voit aussi dans les reports de voix au second tour. On en arrive au second tour qui vient justement, et une fois de plus, on anticipe via les sondages. On est obligé de l'anticiper via les sondages, et notamment les sondages du report de voix de ceux qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour, donc Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, etc. Est-ce qu'il faut croire en ces sondages qui indiquent en tout cas des reports de voix beaucoup plus faibles qu'en 2017 ?
Oui, évidemment. Beaucoup moins efficace qu'en 2017 au profit d'Emmanuel Macron. Les sondages ont commencé pour ça, en disant qu'il faut faire attention. Après, quand on est sur des grandes tendances, voilà, faut pas les regarder en disant c'est 34 et pas 32. Mais enfin, en gros, vous voyez à peu près les blocs, comment ils existent, et ça, c'est relativement fiable. Sur les reports de voix, en tout cas, évidemment, si on ne prend pas Macron et Le Pen, qui auront évidemment des reports de voix à 99%, c'est intéressant de voir que, au global, d'ailleurs, sur tous ceux qui ont voté, le sondage nous dit qu'il va y avoir, on retrouve encore les tiers dont je parlais tout à l'heure, finalement, il va y avoir un tiers qui va voter Macron, un tiers qui va voter Le Pen, un tiers qui va s'abstenir, c'est à peu près ça. Alors après, où sera la frontière entre les deux premiers tiers pour voir qui va gagner, c'est toute la question, on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que sur Pécresse, c'est à peu près pareil d'ailleurs, un tiers Macron, un tiers Le Pen, un tiers abstention, Zemmour évidemment est aux 3/4 pour Le Pen, Jadot, il n'y a même pas 60% qui se reportent sur Macron, aussi une grosse partie d'abstention. Donc là, on voit on voit le décalage entre l'appareil de ELV et finalement, pas le décalage, mais en tout cas le petit décalage entre ELV et sa base. L'électorat Europe Écologie Les Verts, je rappelle historiquement, Europe Écologie d'un côté et puis Les Verts. Et Europe Écologie, c'est évidemment tout Cohn-Bendit et puis maintenant Jadot, dont la candidature avait pour but principal de trouver une place de ministre pour qu'il puisse évidemment faire comme son glorieux prédécesseur Nicolas Hulot, puis sans doute devenir ministre de Macron pour sauver le climat. Je déconne. Mais non, mais ce sont des gens qui ont oublié la lutte des classes et qui sont pour la lutte des places. Ça c'est évidemment très très connu, mais évidemment sur la partie Les Verts qui était plus, on va dire, les babacous, l'historique, pacifiste, machin, c'est les gens qui vont pas voter Macron. Mais de toute façon, on voit très bien que ce qui va se passer après cette élection, vous allez remettre au centre du jeu politique la vraie question, c'est le néolibéralisme, qui est pour, qui est contre. Et la fracture va se mettre à ce niveau-là. Et on voit déjà que, de toute façon, au niveau des résultats, vous montre que 2/3 des Français sont contre. C'est normal, c'est ceux qui souffrent. Puis il n'y a plus qu'un tiers, et encore un tiers de ceux qui votent. Je le répète, c'est 20-25% en fait des Français qui vont soutenir ce néolibéralisme, cet européisme à outrance et cette casse sociale. Donc ça va être très intéressant. Mais on voit très bien que Europe Écologie et le PS, faut arrêter de leur reprocher de pas s'être alliés à Mélenchon. Ils n'ont rien à foutre avec Mélenchon. La gauche commence à Mélenchon. Ces gens-là sont de droite et vont rejoindre naturellement Macron, comme on fait d'ailleurs à peu près tous ceux du PS. Donc la question sera là. La question c'est pour ou contre le néolibéralisme, et Europe Écologie Les Verts va avoir quelques questions à se poser parce que son électorat est très clivé. Mélenchon. Oui. Juste un mot sur Mélenchon derrière. Vous voyez que vous avez à peu près la moitié des électeurs de Mélenchon qui devraient s'abstenir, un tiers qui devrait voter peut-être Macron. Enfin, je trouve que les chiffres sont quand même très élevés. J'en connais peu qui vont faire ça, mais bon. Et une vingtaine de % qui déclarent éventuellement voter Le Pen pour faire barrage à Macron, et puis évidemment après aux législatives de corriger leur vote. Le barrage républicain, justement cette thématique du barrage républicain, elle est de moins en moins fonctionnelle, mais d'un point de vue du report des voix, mais politiquement, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce que justement ça a du sens en fait aujourd'hui? On voit que c'est l'espèce d'assurance vie qu'avaient rêvé les macronistes en se disant de toute façon faut être au deuxième tour face à Le Pen, parce que comme ça évidemment une chèvre serait élue face à Marine Le Pen, donc c'est super cool. On pourra, comme l'a très bien dit Macron en 2018, appliquer notre programme sans problème, puisque de toute façon toute personne qui vote pour nous, c'est quelqu'un qui approuve notre programme, et celui-ci doit être appliqué. Et hier il a redit à peu près la même chose, sa déclaration, quand il dit oui, de toute façon il n'y a pas de barrage républicain, donc en clair, si vous votez pour moi, votez pour le programme, et puis vous ne plaignez pas de ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à... Il a quand même dit qu'il allait peut-être faire passer la retraite à 64 ans. Oui, peut-être. Plaire à l'électorat de gauche. Peut-être pas. On voit très bien le niveau de... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais sur l'efficacité, on peut regarder finalement est-ce que ça va être efficace, avant de se demander si c'est intellectuellement raisonnable d'aller dans cette optique-là. En fait, on a la réponse sur les deux derniers graphes, sur les intentions de vote au second tour par revenu et par âge. Commençons par selon le revenu. Si on regarde au niveau du revenu, on voit que finalement, en gros, tous ceux sur les personnes qui gagnent moins de 2 000 € par mois, ils vont voter majoritairement Le Pen, et sur ceux qui gagnent plus que 2 000 € par mois, ils vont voter majoritairement Macron. Donc on retrouve le vote de classe qu'on a vu.
Quand vous regardez les plus aisés, vous êtes à 75% Macron et à 25% Le Pen. 13% Macron et 27%. Oui, à peu près, oui, c'est à peu près les ordres de grandeur. Hein. Sur les plus modestes, vous êtes quand même à 60-40 à peu près. C'est les ordres de grandeur qu'on a. Donc on voit qu'on conserve évidemment cette différence sociale marquée. Donc on voit que au global, ici, sur ce sondage IFOP, ça donne au final du 51 Macron, 49 Le Pen. Donc on voit que, de toute façon, avec les marges d'erreur, vous êtes vraiment 50-50. On retrouve, pour finir sur ces graphes, au niveau des âges, quelque chose d'assez intéressant. On voit que sur les 18-25 ans, finalement, en fait, c'est Macron qui gagne, à peu près 55. Sur les 25-65 ans, c'est Marine Le Pen qui gagne. Et vous retrouvez les plus de 65 ans dont on voyait tout à l'heure à 70% pour Macron. L'effet jeune est assez amusant finalement. On voit que vous avez des jeunes encore formatés par l'école, par une forme de bien-pensance, en disant « Ah là là, tu ne veux quand même pas voter Le Pen ». Et vous voyez que tous ceux qui connaissent la vie... Ou alors peut-être que les jeunes, les 18-24 ans, sont les moins sensibles au discours de subdivision ethnico-raciale. Et donc, du coup, ont peur, ils sont un peu plus antifa que les autres. Il y a garde de raison qu'il y ait une différence entre des 18-25 et des 25-35. Il y a 10 ans d'écart. C'est quoi la différence? C'est que les mecs, ils ont connu la vie. Les 25-34 se sont endurcis. Ils ne sont pas endurcis, en fait. Ils ont découvert le néolibéralisme. Parce que tant qu'on est à l'école et qu'on est étudiant, c'est un concept nébuleux. À 25-35 ans, tu as compris ce que c'est de te faire jeter, de te dire va créer ta boîte, tu vas être ton propre patron, ça va être cool. Tu auras la moitié du SMIC. Mais... Je pense qu'il y a quand même un biais parce qu'on met la proportion des 18 à 24 ans qui ont l'intention de voter au second tour. Et si on avait rajouté, en plus de Macron et de Le Pen, l'abstention, peut-être que dans les 18-24 ans, ce serait surtout l'abstention. C'est à peu près la même, l'abstention. Elle est très élevée chez les 18-25 et 25-35, à peu près la même. Ce qui explique d'ailleurs sans doute l'échec de Mélenchon, parce que son électorat, c'est celui qui se mobilise le moins, pas de bol. Mais bon, Macron, c'est celui qui meurt le plus. Hein, donc dans 5 ans, les choses évidemment seront plus là, il n'y aura plus Macron, et il y aura une bonne partie des boomers qui ne seront plus là non plus. Mais on a... Enfin, 25-35, c'est presque 60%, 35-49. Vous n'êtes pas, c'est du 60-40 pour Marine Le Pen chez les gens qui travaillent. Mais je répète, c'est les gens qui souffrent, en fait, et qui découvrent la violence de classe qu'a mis en place Macron, que soutient Macron, et que compte amplifier Macron. Et c'est pas son foutage de gueule de retraite, peut-être à 64 ans, qui va changer quelque chose. Du coup, on a l'impression que dans cette configuration sociologique, l'appel au vote, l'appel qui est lancé à Jean-Luc Mélenchon et à ses soutiens de faire campagne pour Macron, en réalité, c'est une sorte d'appel au suicide, parce que face à cette sociologie du travailleur qui souffre, lui renvoyer dans le visage le vote Macron, c'est peut-être aussi lui donner l'impression qu'on n'a pas pris assez en compte l'effet des politiques néolibérales sur sa vie. Mais évidemment, et puis de toute façon, je répète, il nous dit qu'il faudrait choisir entre l'extrême droite et la droite extrême. Il faudrait voter pour... Comment on peut être électeur de gauche et aller voter pour un type qui veut mettre la retraite à 65 ans, qui a 64 maintenant, peut-être. 64 si on est sage, peut-être, si la majorité dit, puis peut-être pas, puis c'est compliqué, qui veut détruire le RSA pour faire travailler les gens à 8 € de l'heure, qui veut, en plus il n'a même pas de job, il veut faire travailler les SDF, le mec, quand même. C'est délirant. Il a cassé le chômage, il baisse les APL. Je ne vais pas faire la liste des trucs. Il éborgne les manifestants et vous dites aux gens de gauche, va voter ça, sinon t'es un sale type, une sale femme. Mais c'est ahurissant d'avoir ce genre de truc. C'est une... je tiens à rappeler que déjà à la base on n'est pas en démocratie, parce qu'on n'a pas un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On a un régime représentatif. C'est d'ailleurs dans les débats de 1789 et c'est assez drôle. À l'époque, ils disaient surtout pas de démocratie en France, il faut un système représentatif. La base quand même de ce système représentatif, qui est quand même mieux qu'une dictature, c'est qu'on est censé voter pour un programme qu'on veut voir appliqué. On n'est pas censé aller éliminer lequel il est moins pire, parce que sinon, en 2027, on va faire quoi? On va dire aux électeurs de Mélenchon, en tout cas, de la France insoumise, et aller voter Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour. Mais c'est ahurissant, ce truc-là. Vous prenez une responsabilité d'un programme que vous ne voulez pas voir appliquer, d'ailleurs, sans en connaître les conséquences, les impacts. Vous ne jouez pas l'avenir. Oui, évidemment que le Front National, ce n'est pas mes valeurs. Mais vous mettez les gens dans des situations ahurissantes, ils se font cracher dessus, ne serait
serait-ce que s'abstenir. Enfin, on a tous le droit de voter pour qui on veut et de ne pas voter sans se faire insulter. On n'est pas à Moscou, on n'est pas à Pékin quand même. C'est une liberté fondamentale en démocratie. Donc les gens qui viennent taper sur les électeurs de la France Insoumise en disant « Ouais, salaud, tu veux pas voter. Oh, t'es vraiment une ordure. Tu te rends compte, tu t'apprêtes à voter pour Marine Le Pen. » Évidemment, après, sans doute, évidemment, en barrage aux législatives, parce que c'est quand même les législatives qui sont l'élection importante. Évidemment, si Marine Le Pen était élue, on la voit assez mal avoir une majorité à l'Assemblée. Puis on parle de quoi si Macron est réélu? Il y a quand même toutes les chances qu'il y ait encore un ministre LR. Il y a encore un ministre républicain. Mais je veux dire, je vais finir. Mais si Marine Le Pen est élue, il y aura un Premier ministre LR aussi. Enfin, vous êtes en train d'être de pas loin de bonnet blanc. Peut-être un ministre LR, c'est-à-dire qu'il y aura aussi peut-être des des ratonnades et des. Je rappelle que tous les cadres du Front National se sont barrés chez Zemmour. C'est quand même aussi une grande prescience. Donc en fait, ils n'ont plus rien. Donc on voit très bien que le seul avenir, c'est d'avoir LR, toute la partie Ciotti et compagnie des LR qui passera chez Marine Le Pen. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut arrêter de taper sur, ou en tout cas d'engueuler les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en particulier, parce que c'est eux qui vont faire sans doute l'élection. C'est la responsabilité des candidats de proposer un programme qui va réunir 51% des voix. C'est la responsabilité de 0,1%. Un grand 0,1% des voix. C'est la responsabilité de Macron de faire un programme. Il a besoin d'avoir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votent plutôt plus pour lui que pour Le Pen, à lui de faire un programme. Mais on voit très bien que ces gens sont des fanatiques. Ils ne sont pas prêts à dire, mais je répète, ils pourraient dire, j'arrête, il n'y aura pas de réforme des retraites dans ce quinquennat. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi il veut faire ça? Mais non, attention, on va quand même faire 64 ans, et puis 64 et demi. Puis après, il va dire quoi? C'est, je vous ébornerai pas, ce sera une oreille juste en moins que vous aurez. Mais c'est à lui il pourrait dire, je vais remettre l'ISF. Ça allait chez Sarkozy, l'ISF, ça pourrait aller chez lui. On voit qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. On voit qu'il n'y a même plus de politique. Mais ce n'est pas un homme politique, il ne sait pas ce que c'est la politique, Macron. Mais les autres non plus ne savent pas faire la politique. Pourquoi tous les autres micro-candidats, à 20h01, il a fallu qu'ils courent tous pour vite dire « Ah ouais, il faut voter Macron ». Il aurait pu le dire tranquillement. Pourquoi Jadot, il n'est pas allé voir Macron là? Il aurait pu dire, attends, je vais aller voir, je vais négocier avec Macron, histoire d'avoir peut-être un truc pour le climat, histoire que ma candidature ait peut-être servi à quelque chose, lui arracher. Et puis à ce moment-là, je dirais, bon, ok, allez, on fait un deal. Puis même si tout ça, on sait bien que le gars, il est macroniste, donc même si c'était du pipeau, la négo, ça aurait donné un air un petit peu démocratique quand même. Mais ils ne sont pas faire ça. Je veux dire, les types, c'est des... je ne vais pas dire c'est des vendus, j'aime pas avoir ces propos, mais il y a de ça. C'est une forme de conformisme, disons. Non, c'est une forme d'abandon et de négation de la politique. Je répète, la violence de ce meeting de Macron, où tu regardes, tu as Jean-Pierre Chevènement, qui est assis à côté de Manuel Valls, qui est assis à côté de Jean-Pierre Raffarin, qui est assis à côté de Muselier, qui est assis à côté de Marisol Touraine. Ils sont tous en train d'applaudir le même candidat. Mais la plupart des Français se disent, vous êtes foutus de nous depuis 30 ans, en fait. Vous avez le même programme entre Renaud Muselier et Jean-Pierre Chevènement. Et puis on trouve ça normal. Mais quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs dans le macronisme. Bon, a priori, leur but, c'était de ni droite ni gauche, donc droite. Bon, il a voulu détruire le PS et les Républicains. Bravo, bien joué, Emmanuel. Mais dans ce cadre-là, je ne comprends pas, c'est quoi l'avenir? Il y a un parti unique en France? Il y a une alternance? Parce que là, ils te disent, fallait écouter le boss de La République En Marche la dimanche, il était ahurissant. Le mec t'explique, finalement, il ne faut pas voter pour une opposition à Macron. Parce que il y a 3 blocs maintenant. Donc on voit très bien, les mecs te disent, votez pas Le Pen. Il y a 3 blocs et donc 2 extrêmes, c'est enfin ce qui... Oui, mais ils essaient de dire, alors votez pas, c'est un extrême Le Pen. Oui, évidemment qu'il y a un extrême Le Pen. Je rappelle que Le Pen, elle propose aussi le référendum d'initiative citoyenne, elle propose la proportionnelle. Bon, c'est un truc que n'importe qui pourrait proposer. Pourquoi il ne propose pas ça, Macron? Tiens, tu veux tacler Le Pen et puis propose-le. C'est ce que veulent la majorité des Français. Ils le font pas. Donc ils t'expliquent, ok, alors t'es La République En Marche, faut pas voter Le Pen. Bon, il y aurait Mélenchon, on est bien d'accord qu'il ferait pareil. Il y aurait Venezuela bientôt, va détruire le pays. Donc, la République En Marche, en fait, tu n'as aucun parti d'opposition. C'est les mecs aussi, ils sont à Moscou dans leur tête et il faut voter pour le leader, la République En Marche, à vie et jamais autre chose. Mais c'est quoi le projet? Je ne comprends pas. C'est pas juste une boutade. C'est quoi l'opposition quand tu es à la République En Marche acceptable pour toi? Tu te dis, il faudra voter Hidalgo, c'est tout dans ta vie, ou Pécresse éventuellement, mais ça ne fera jamais une opposition.
La discussion va sans doute se poursuivre. Merci Olivier. Donc je rappelle que tu es le fondateur du site Elucide, un site d'information indépendant qui se spécialise notamment dans l'exploitation graphique des données chiffrées et souvent éparpillées. Vous pouvez aller sur le site d'Elucide pour voir et vous abonner à la page YouTube d'Elucide. Bien entendu. Sur ce point-là, je te coupe, mais c'est vraiment important. Moi, c'est gratuit, ça vous prend 5 minutes. Abonnez-vous à la page Elucide. On fait des vidéos et comme vous, on voit très bien que les algorithmes ne te mettent jamais en avant. Donc s'il n'y a pas d'abonnés avec la petite cloche, en fait, vous perdez beaucoup de choses et on sortira samedi une interview très importante pour le 2e tour. Bien entendu, le média a besoin de vous, comme nous ne nous privons pas de vous le dire depuis un certain nombre de jours. Vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous et surtout rejoignez-nous, soutenez le média en vous abonnant sur le mediatv.fr/soutien dès 5 € par mois pour permettre à la rédaction de survivre et de se projeter sereinement sur la rentrée prochaine. Vous comme nous avons besoin d'un média comme celui-ci, engagé et combatif, pour une information indépendante des forces de l'argent et l'entretien de cette caisse de résonance des voix dissonantes, inaudibles ailleurs. Vous êtes des centaines à vous être abonnés ces derniers jours. Vous êtes désormais 6729. Merci, mais l'objectif à atteindre est de 10 000. C'est franchement jouable, on compte sur vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité, votre attention et votre bienveillance. On se quitte avec le traditionnel zap des sociaux engagés qu'on remercie encore une fois de leur implication. Bonne journée. La question écologique, c'est-à-dire celle en vérité du dérèglement climatique causé par l'action humaine, donc touchant à l'agriculture, à la consommation, au bien-vivre et engageant l'avenir du vivant en général sur Terre, est une préoccupation pour toujours plus de Françaises et de Français, d'année en année, de sondage en sondage. Le 3e volet du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été publié lundi 4 avril. Là, il y a quand même énormément de matériel. On a vraiment passé, encore une fois, 4 ans, 276 auteurs, 18 000 références scientifiques analysées, des milliers d'auteurs contributeurs. On a 3 ans pour agir, 3 ans pour garder une planète vivable, 3 ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre si nous voulons réussir à limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. 3 ans pour agir, c'est un peu mince comme affaire. Les solutions sont là. Ce qui manque, c'est l'action politique. C'est la décision politique, en fait, pour que ça se produise. Le fait d'être ministre de l'écologie, ça sert à quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'un ministre de l'écologie aujourd'hui en France ? C'est quoi ? Oui, parce que ça sert à quoi aujourd'hui ? J'ai un peu envie de répondre rien. La problématique environnementale, aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas uniquement se concentrer sur des partis politiques en question. Elle doit tous nous inspirer parce qu'en fait, c'est plus qu'une question idéologique, c'est une question d'urgence. La sobriété, ce sont toutes les mesures qui permettent d'éliminer, dès le départ, le besoin en énergie, en matières premières, en matériaux, en eau et en sol. Sur les 40 à 70% de réduction d'émissions jusqu'à 2050, la nourriture est classé en premier, suivi par la mobilité, et puis après le bâtiment, puis l'industrie. Les pauvres, il n'y a pas de problème, ils sont hyper écolos, eux. Ils sont déjà pile dans les préconisations du GIEC. Le GIEC, on parle. Voilà. On est face à une crise grave, à une crise climatique. Donc on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre, et à ce moment-là, remettre en question certaines choses, ou faire les choses différemment, ou alors aller droit dans le mur. Le rapport de base est signé par les auteurs et les scientifiques, mais le résumé, lui, il est validé et approuvé par les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ils s'engagent quelque part. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, de fait, ça les engage et ça peut être retenu contre eux d'une façon ou d'une autre. Nous, en tant que scientifiques, on a fait notre job. Maintenant, c'est à vous, journalistes, de faire votre job pour que les politiques fassent leur job derrière. On va faire beaucoup de communication. On a un président qui va dire c'est la priorité, c'est notre priorité. Dans les faits, on n'a pas grand-chose, voire à des moments on recule. C'est le moment de décocher ses flèches les plus empoisonnées à ses adversaires, de réserver quelques pots de banane à ses concurrents, ou de tendre la main à d'autres pour piquer le vote utile de leurs électeurs. Alors Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ?
mais pas du tout. C'est même l'inverse. Il y a des vraies intrications, ça veut dire entre, on le sait, entre la Macronie et l'extrême droite. Qui a passé le quinquennat à la faire monter en calculant qu'elle sera une adversaire plus facile à battre? Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Qui est allé se vautrer dans des torchons fascistoïdes? Qui a repris son vocabulaire et ses mythos afin de s'attaquer à la gauche? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société. Je n'irai pas voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour un candidat climaticide, et des centaines de milliers de personnes préfèrent aujourd'hui un pays bloqué et un candidat, un président élu illégitime par une abstention record que d'avoir des candidats climaticides et de faire le choix entre les deux.